Bana Congo, bino bato boza na besoin ya kotonga bandako na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. RDC, le Wall Street Journal dévoile les mensonges de Kagame. Bonjour à toutes et à tous, le jour comme la nuit. Le 23 août 2025, The Wall Street Journal, sous la plume de Michael Phillips, a publié un article choc qui brise enfin le silence sur les mensonges de Paul Kagame et son régime. Depuis trop longtemps, Kigali manipule le souvenir du génocide de 1994 pour susciter la compassion de l'Occident et en tirer une immunité diplomatique. Mais derrière cette façade, ce sont des crimes de guerre, des massacres et un pillage systématique des richesses de la République démocratique du Congo qui se cachent. Il est temps de dire la vérité et de proposer une solution claire. Le président Donald Trump, qui a déjà ouvert une brèche en imposant à Kagame un accord de paix, doit convoquer un sommet privé avec Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye et Samia Suluhu Hassan pour mettre fin à l'impunité rwandaise et restaurer la stabilité régionale. Depuis 3 décennies, Kagame et son régime perfectionnent une stratégie cynique, transformer la tragédie du génocide rwandais de 1994 en bouclier politique et en monnaie d'échange diplomatique. Cette instrumentalisation permanente fonctionne comme une carte joker, activée chaque fois que Kigali est pris en flagrant délit d'ingérence, de crime ou de pillage. Le récit officiel est simple et émotionnellement puissant. Le Rwanda, victime éternelle, agirait toujours par précaution pour éviter un nouveau génocide. Mais comme le souligne Michael Phillips, cette rhétorique ne résiste pas à l'examen des faits. En réalité, le génocide est devenu pour Kigali une véritable rente diplomatique. Grâce à ce souvenir tragique, Kagame a su séduire les chancelleries occidentales, se construire une image de sauveur et attirer des milliards d'aides internationales. En échange, ces crimes au Congo sont tolérés, minimisés, voire justifiés. Comme l'écrit le Wall Street Journal, le Rwanda, jadis victime, est devenu oppresseur. Cette phrase résonne comme une vérité brutale. Ce qui fut un pays meurtri est désormais un prédateur régional, impuni car protégé par le capital de sympathie acquis en 1994. Cette impunité a eu des conséquences dramatiques. Depuis plus de 20 ans, l'Est de la RDC est ravagé par des rébellions téléguidées depuis Kigali. Des millions de Congolais ont péri dans l'indifférence, et les rares rapports de l'ONU dénonçant l'implication du Rwanda sont vite enterrés sous des vagues de diplomatie hypocrite. Le Wall Street Journal, par la voix de Michael Phillips, décrit pourtant sans détour les preuves des milliers de soldats rwandais combattant aux côtés du M23, des armes lourdes fournies directement par Kigali et même des attaques
contre les casques bleus qui relèvent de crimes de guerre. Et pourtant, Kagame continue de jouir d'une image flatteuse à l'étranger. Pourquoi? Parce que le régime a appris à jouer sur les cordes sensibles de la mémoire collective occidentale. Le traumatisme du génocide est constamment invoqué pour paralyser toute critique. Chaque fois que la communauté internationale commence à lever la voix, Kigali répond par une mise en garde « N'oubliez pas 1994 ». Mais il est grand temps de dénoncer cette manipulation. Comme le dit avec force l'argument que nous devons marteler, depuis trop longtemps, le Rwanda utilise le génocide de 1994 pour gagner la sympathie de l'Occident, puis pour voler, tuer, détruire et piller les pays voisins, tandis que Kagame et son régime profitent d'une impunité totale. Cette phrase, lourde de vérité, résume l'essence du drame congolais. Ce n'est pas la mémoire du génocide qui doit être condamnée, mais son instrumentalisation cynique. Ce n'est pas la compassion pour les victimes qui est en cause, mais son détournement en prétexte pour commettre de nouvelles atrocités. Kagame a transformé une tragédie nationale en arme diplomatique, et le résultat est catastrophique pour la région des Grands Lacs. Face à cette réalité, que faire? Le Wall Street Journal rappelle que les pressions habituelles, sanctions de l'UE, demandes de retrait américain, n'ont rien changé. Kagame reste sourd, car il sait que ses protecteurs occidentaux hésitent à le sanctionner frontalement. C'est pourquoi une solution plus audacieuse est nécessaire. L'idée est simple, mais stratégique. Donald Trump, qui a déjà parrainé un accord de paix en juin 2025, doit aller plus loin. Il doit convoquer une réunion privée avec Félix Tshisekedi, République démocratique du Congo, Évariste Ndayishimiye, Burundi, et Samia Suluhu Hassan, Tanzanie. Pourquoi ces trois présidents? Parce que ce sont les États directement menacés par l'expansionnisme rwandais. La RDC subit l'agression. Le Burundi est dans la ligne de mire si Kagame tente de s'emparer du Vira. Et la Tanzanie, voisine directe, sait que l'instabilité congolaise a des répercussions sur sa sécurité et son économie. Un tel sommet aurait plusieurs avantages. D'abord, il isolerait Kagame en l'empêchant de se cacher derrière le faux récit du protecteur des Tutsis. Ensuite, il placerait la question congolaise dans une logique régionale, au lieu de la réduire à un face-à-face Kigali-Kinshasa. Enfin, il démontrerait que les États-Unis, sous l'impulsion de Trump, entendent passer à l'action concrète, au-delà des simples condamnations verbales. Car il faut le dire clairement, seule une pression conjointe, ferme et stratégique, peut contraindre Kagame à reculer. Les formules vagues comme mesures défensives ne suffisent plus. Les Congolais n'ont que trop souffert. Les Burundais savent qu'ils pourraient être les prochains. Les Tanzaniens savent que l'instabilité à leurs frontières menace leur prospérité. Et le monde entier doit comprendre que chaque smartphone fabriqué avec des minerais volés alimente l'économie de guerre d'un dictateur. Michael Phillips, dans son article, expose déjà les liens directs entre la guerre et l'économie mondiale. Coltan, or, minerai essentiel aux technologies. En reliant ces faits à la manipulation mémorielle de Kigali, nous obtenons une équation limpide. Kagame transforme la compassion en impunité, l'impunité en guerre et la guerre en profit. Voilà pourquoi l'analyse doit déboucher sur une recommandation claire. Trump doit convoquer Tshisekedi, Ndayishimiye et Suluhu pour sceller une alliance régionale, placée sous l'égide des États-Unis, afin d'imposer la paix et mettre fin au chantage mémoriel de Kagame. Et ce n'est pas seulement une option diplomatique, c'est une nécessité morale. Si le monde laisse encore une fois Kagame instrumentaliser 1994 pour justifier 2025.
alors nous aurons collectivement échoué à protéger des millions d'innocents. L'histoire jugera sévèrement cette lâcheté. Mais si, au contraire, un front régional, soutenu par Washington, se lève pour dire « plus jamais ça » au pillage rwandais, alors nous aurons une chance d'écrire une nouvelle page d'histoire, celle d'une Afrique des Grands Lacs enfin libérée de la prédation et de la manipulation. Le cœur du problème n'est pas seulement militaire, il est aussi diplomatique et moral. Depuis trop longtemps, l'Occident, Europe et États-Unis en tête, s'est réfugié dans une position ambiguë vis-à-vis de Paul Kagame. D'un côté, les rapports de l'ONU, les dénonciations des ONG comme Human Rights Watch, CARE International ou l'International Crisis Group abondent et exposent clairement les crimes commis par le Rwanda à l'est de la RDC. De l'autre, les chancelleries ferment les yeux, prétextant la stabilité du modèle rwandais et l'efficacité de son armée. Cette hypocrisie est l'un des moteurs de l'impunité de Kigali. Comme le démontre Michael Phillips dans le Wall Street Journal, Kagame a su transformer son armée en un produit d'exportation. On la retrouve en Centrafrique, au Mozambique, au Soudan du Sud, dans des missions de l'ONU ou pour sécuriser des projets énergétiques colossaux comme ceux de Total Energies à Cabo Delgado. En apparence, il s'agit de contributions altruistes à la sécurité mondiale. En réalité, ces interventions sont souvent monnayées contre des concessions minières, agricoles ou des appuis diplomatiques. Le Rwanda vend ses services militaires et en échange obtient le silence sur ses crimes au Congo. C'est là que réside la contradiction centrale. Kagame se présente comme un champion de la paix et du développement, mais il agit comme un prédateur régional. L'article du Wall Street Journal révèle crûment que lorsque ses soldats accompagnent le M23, ce n'est pas pour protéger des populations Tutsis en danger, mais pour s'emparer des richesses stratégiques de la RDC. Or, ces minerais ne servent pas seulement Kigali. Ils alimentent les chaînes d'approvisionnement mondiales en coltan, cobalt, or et autres matières premières essentielles à l'industrie high-tech. Chaque iPhone, chaque batterie de véhicule électrique, chaque ordinateur portable pourrait contenir une part de ce pillage sanglant. Voilà le lien direct que Kagame a su dissimuler pendant des années. L'Occident profite des minerais du Congo et ferme les yeux sur le fait que ces minerais sont extraits et exportés grâce à une guerre illégale menée par un régime dictatorial. La responsabilité morale des grandes puissances est ici immense. En 1994, elles ont échoué à stopper un génocide. Depuis, pour se racheter, elles ont offert un soutien aveugle à Kagame, croyant ainsi compenser leur inaction passée. Mais cette logique, loin de protéger les peuples, a transformé Kigali en une puissance arrogante, certaine de son impunité. Le Wall Street Journal brise ce mythe. Ce n'est pas par humanisme que le Rwanda agit, mais par calcul et par cupidité. C'est pourquoi la solution ne peut plus se contenter de sanctions timides ou de rapports alarmants. Il faut une action stratégique, coordonnée et décisive. Et cette action doit passer par une alliance régionale forte, soutenue par une puissance internationale capable d'imposer une dynamique nouvelle. C'est là qu'entre en scène Donald Trump. Contrairement à ses prédécesseurs, Trump a toujours revendiqué une diplomatie transactionnelle, orientée vers des résultats concrets. En parrainant l'accord de paix du 27 juin 2025, il a déjà démontré que Kagame pouvait être contraint de signer lorsque la pression est bien organisée. Mais cet accord, bien que symboliquement important, ne suffira pas sans une architecture régionale solide, d'où la nécessité d'un sommet privé entre Trump, Tshisekedi, Ndayishimiye et Suluhu. Ce format resserré
permettrait plusieurs choses. D'abord, il couperait court aux manipulations de Kigali. Kagame n'aurait plus la possibilité d'inonder les négociations de son discours victimaire. Ensuite, il placerait les États directement concernés au centre de la solution, au lieu de laisser le Rwanda dicter les termes d'un cessez-le-feu. Enfin, il créerait une synergie sécuritaire. RDC, Burundi et Tanzanie partagent des frontières, des intérêts économiques et une histoire commune face aux ingérences du régime rwandais. Un tel sommet pourrait aboutir à des mesures concrètes. Une alliance sécuritaire régionale, coordination militaire entre FARDC, FDNB, Burundi et TPDF, Tanzanie, pour protéger Uvira, Bukavu et les zones frontalières. Un mécanisme de traçabilité des minerais, pour couper les circuits de contrebande alimentant Kigali. Une feuille de route diplomatique, conditionner tout soutien occidental au retrait effectif des troupes rwandaises et à la fin du soutien au M23. Un engagement de reconstruction. Placer la stabilisation de l'Est de la RDC au cœur des priorités, afin que la paix ne soit pas qu'un mot sur un papier, mais une réalité vécue par les populations. L'impact d'un tel processus serait immense. Kagame perdrait sa capacité de manipulation et son isolement apparaîtrait au grand jour. L'Occident, contraint par le poids d'un Trump pragmatique et déterminé, ne pourrait plus se contenter de paroles creuses. Les Congolais, les Burundais et les Tanzaniens verraient enfin leurs dirigeants s'unir pour défendre leurs intérêts, sans laisser Kigali imposer son chantage mémoriel. Mais ce sommet ne serait pas seulement une victoire diplomatique, il serait un tournant moral. Il enverrait au monde un message clair. On ne peut pas utiliser le génocide de 1994 comme un passeport pour commettre de nouveaux crimes en 2025. La mémoire doit servir la paix, pas le pillage. Au-delà du symbole, l'urgence est palpable. Le Wall Street Journal rappelle les chiffres effroyables. Plus de 67 000 femmes violées en quelques mois, des centaines de milliers de déplacés, des exécutions sommaires et des enfants enrôlés de force dans les rangs du M23. Chaque jour où Kagame bénéficie de l'impunité, de nouvelles victimes s'ajoutent à ce long cortège de souffrances. C'est pourquoi nous devons dire, haut et fort, que la complaisance a assez duré. L'Occident doit cesser de se laisser manipuler par la culpabilité de 1994. Les Africains doivent cesser de subir le diktat d'un régime qui n'a pour seul objectif que le pouvoir et l'argent. Et les dirigeants régionaux doivent se lever ensemble avec courage pour protéger leur peuple et mettre fin à l'illusion d'un modèle rwandais qui n'est en réalité qu'un empire de sang et de mensonges. Alors oui, la solution passe par une alliance régionale scellée sous l'impulsion d'une grande puissance. Et aujourd'hui, cette puissance s'appelle Donald Trump. Lui seul, par sa capacité à renverser les équilibres, peut créer les conditions d'un basculement historique. Tshisekedi, Ndayishimiye et Suluhu doivent saisir cette opportunité, non pas pour flatter Washington, mais pour sauver leur peuple et leur avenir. Ainsi, l'analyse du Wall Street Journal ne se limite pas à une enquête journalistique. C'est un signal d'alarme, et il appartient désormais aux dirigeants responsables de répondre à cet appel. L'histoire retiendra que pour trop longtemps, Kagame a utilisé le génocide pour gagner la sympathie de l'Occident, et qu'il en a profité pour tuer, piller et détruire. Mais l'histoire peut aussi retenir qu'en 2025, un front de vérité et de justice s'est levé pour dire « assez ». Chers auditeurs, chers frères et sœurs du Congo, du Burundi, de Tanzanie, d'Afrique et d'ailleurs, bonjour
à toutes et à tous, le jour comme la nuit. Ce que nous révèle le Wall Street Journal dans l'enquête de Michael Phillips, ce n'est pas seulement un reportage, c'est un miroir tendu au monde entier. Dans ce miroir, nous voyons deux visages. Le premier, celui que Kagame et son régime aiment montrer, celui d'un Rwanda modèle, propre, discipliné, en paix apparente. Le second, celui que la réalité reflète, un régime prédateur qui utilise le souvenir du génocide de 1994 pour voler, détruire, tuer et piller ses voisins en toute impunité. Depuis trop longtemps, ce double jeu a fonctionné. Depuis trop longtemps, les grandes puissances se sont laissées berner par un récit victimaire qui ne sert plus la mémoire des victimes, mais les ambitions d'un dictateur. Et pendant ce temps, le sang coule à l'est de la RDC, les femmes et les enfants paient le prix de cette hypocrisie internationale, et les richesses du Congo alimentent une économie de guerre. Mais l'heure n'est plus à l'indignation silencieuse. L'heure est venue de l'action. Il faut dire clairement que Kagame n'est pas intouchable. Il n'est pas au-dessus des lois internationales. Il n'est pas l'héritier moral des victimes de 1994. Il est aujourd'hui le bourreau de 2025. Et tant que la communauté internationale continuera à lui accorder ce chèque en blanc, le cycle de la souffrance se poursuivra. C'est pourquoi la solution doit venir d'une alliance forte, portée par ceux qui connaissent la douleur et la menace directement. Félix Tshisekedi, président de la RDC, Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie. Ensemble, ils représentent un front de vérité et de dignité, un front régional capable de dire non à l'expansionnisme rwandais. Mais ce front a besoin d'un soutien politique mondial, capable de renverser la table. Ce soutien, c'est Donald Trump. Oui, Trump a ses contradictions et ses intérêts. Mais il a prouvé, lors de l'accord du 27 juin 2025 à Washington, qu'il pouvait imposer des décisions là où d'autres s'enlisent dans des palabres. Aujourd'hui, il doit aller plus loin. Il doit convoquer ce sommet privé avec Tshisekedi, Ndayishimiye et Suluhu. Non pas pour écrire un autre accord vide de sens, mais pour poser des conditions claires et non négociables. Retrait immédiat des troupes rwandaises, démantèlement du M23, fin du pillage des minerais, justice pour les victimes. Ce sommet pourrait être un tournant historique. L'Occident doit comprendre que la compassion de 1994 ne peut plus servir de caution à un dictateur en 2025. Les Africains doivent comprendre que l'unité régionale est leur seule arme face à l'agresseur. Et le monde doit comprendre que derrière chaque smartphone, chaque batterie, chaque bijou d'or, il y a peut-être la souffrance d'un Congolais, d'une Congolaise, d'un enfant de l'Est du pays. Mes frères et sœurs, il est temps de dire la vérité sans trembler. Kagame n'est pas un héros. Kagame n'est pas un modèle. Kagame est le problème. Tant qu'il restera au pouvoir, la région des Grands Lacs restera un champ de bataille et le Congo sera une plaie ouverte. Mais si nous agissons, si nous brisons son impunité, alors un avenir de paix et de prospérité est possible. À vous, Congolais, Burundais, Tanzaniens, ne cédez pas au découragement. Votre lutte est juste, votre cause est noble. À vous, Américains et Européens, ne vous laissez plus berner par les discours d'un tyran. Votre responsabilité morale est immense. Et à vous, dirigeants africains, unissez-vous, car seul un front solidaire peut libérer nos peuples des griffes de ce régime prédateur. Le temps des illusions est révolu. Le temps des compromis creux est fini. Voici venu le temps de la vérité et de la justice. Paul Kagame a trop longtemps utilisé la mémoire des morts de 1000
994 pour justifier les morts de 2025. Mais l'histoire est en marche. Et bientôt, grâce au courage des peuples, grâce à la détermination des dirigeants lucides, grâce à une volonté internationale retrouvée, ce cycle de souffrance pourra prendre fin. Alors souvenez-vous de ces mots. Le Rwanda de Kagame ne sera plus jamais au-dessus de la vérité. Et souvenez-vous de cet engagement. La paix dans les Grands Lacs ne viendra pas des mensonges de Kigali, mais de l'unité des peuples et de la justice des nations.